30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Nous voilà dans un autre épisode de À nos 30 ans et aujourd'hui je suis avec Jessie dont c'est le premier exercice de podcast. C'est ça, C'est bonjour Lisa. Jessie elle est avocate, on se connaît depuis toute la vie je pense. Depuis le début. Depuis le début, depuis la naissance. Et du coup, elle va nous parler de son parcours aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse le micro, vas-y. Alors moi je m'appelle Jessie, j'ai eu mes 31 ans cette année, au mois de septembre. 31 ans, on se pose beaucoup de questions, hein. C'est l'occasion de faire le point déjà sur un premier parcours de vie, ces 30 premières années. J'ai un parcours qui peut être quand même assez atypique quelque part. Avant de démarrer à la fac, moi j'ai eu un bac technologique qui est aujourd'hui catégorisé comme étant un bac STMG, qui à la base me prédestinait à des études supérieures courtes. Moi étant assez têtue et voulant me pousser quand même au-delà de moi-même, j'ai dit mais non, hors de question, moi je veux faire de grandes études. J'ai été attirée par le droit, par les droits qu'on pouvait avoir chacun, par les obligations des autres, et je me suis dit être payée pour embêter le monde, je trouvais ça super. Donc pas étonnant de ouf. Voilà. Et quand j'ai démarré en fac, j'ai pas été très bien accueillie par rapport à mes homologues qui étaient détenteurs d'un bac général. Ça n'a pas forcément été évident puisqu'on est déjà dès le début catégorisé, parqué dans des cases. Moi, la case là où je voulais aller, visiblement, on n'était pas forcément très content de me recevoir, mais je me suis dit mais que nenni, j'y vais quand même. Et me voilà à la fac, et pas que droit, j'avais choisi en plus une matière un peu particulière où ça mêlait tant le droit et les langues parce que j'étais très attachée aux langues étrangères. Donc je me suis dit, quitte à choisir la formation la plus élitiste, autant choisir le parcours le plus difficile. Et au début, c'était pas si simple parce que je me suis rendu compte déjà de mes lacunes, des choses que les bacs généraux, eux, avaient que moi je n'avais pas. Mais avec détermination et puis motivation et du travail, j'ai réussi à avoir ma licence en droit et en langue. J'ai réussi à faire face à des profils types d'étudiants qui, eux, avaient leur parcours un peu tout tracé. Il y avait cette espèce de logique que moi, j'avais pas, ou en tout cas qui m'était pas permis d'avoir. J'avais pas les clés là. Et malgré tout, on se rend compte finalement, et c'est peut-être déjà le premier recul que j'ai maintenant à 30 ans sur ce parcours-là, ne jamais se contenter de la caste qu'on vous donne en fait, ne jamais se contenter d'une prédiction tant sur la formation, tant sur le parcours professionnel, parce qu'en fait le point clé qu'on maîtrisera jamais, et je suis bien placée pour le savoir parce que j'aime avoir le contrôle, la seule chose qu'on peut pas maîtriser c'est nous-mêmes en fait. On est incapable de savoir de quoi on est capable. Et finalement, on se révèle être bien plus fort et on se révèle avoir tellement plus que ce qu'on est censé avoir. Et c'est nous la véritable surprise. Donc ce parcours-là, même si ça n'a pas été évident, je l'ai quand même accompli. Ça m'a permis de faire des voyages à l'étranger. Notamment de partir en Chine, ce qui était totalement exclu quand je suis arrivée à la fac. Je m'attendais absolument pas déjà à tomber amoureuse d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue, d'une autre manière de voir le monde, parce qu'entre une version occidentale et une version plus orientale, avec une partie soupçon de communiste, qui est pas du tout, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, notamment quand on est sur une république française et si on la compare à une république chinoise, mais c'est pas l'objet. Mais justement, c'était cette curiosité, cette ouverture vers le monde qui m'a accompagnée et qui m'a permis d'aboutir à ce cursus universitaire, où là, pareil, j'ai pas forcément été pas des plus accueillis, mais on va dire que quand on est outsider et dans quelle que soit la branche de métier, c'est pas propre aux professions d'ordre juridique et judiciaire. Dès qu'on a un petit peu de tempérament, qu'on a ce côté un peu extraverti et qu'on a envie malgré tout de rentrer dans le moule, de dire moi je veux faire partie de votre monde, moi je veux venir, même si je suis pas invitée, même si j'ai pas les codes, même si j'ai pas la famille, j'ai pas le réseau qui va avec, moi je m'en fous, je viens quand même. Et c'est hyper enrichissant parce que ça confirme toujours ce que je me disais, mais qu'on vaut bien plus qu'on veut nous faire prétendre, et que malgré tout on est capable de n'importe quoi
en étant n'importe qui. Je ne veux pas citer qui que ce soit, mais malgré tout, la phrase, elle est tellement vraie. Et quand je me fais la réflexion aujourd'hui, je me dis c'est affolant à quel point aujourd'hui c'est les jeunes qui arrivent après nous, parce que on est sur la thématique de qu'est-ce que c'est d'avoir 30 ans aujourd'hui, mais justement, nous, en ayant 30 ans, on a cette réflexion pour les jeunes gens qui arrivent, et moi j'essaye de leur dire, mais ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit d'arrêter. N'écoutez que vous-même, puisque vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous pouvez faire du potentiel que vous avez. Et c'est hyper important, parce que moi, on m'a pas fait cette chance-là, on m'a pas fait de cadeau, et malgré tout, je suis là quand même. Alors, mais t'étais quand même appuyée par tes proches, par exemple tes parents, ils étaient soutenants. Ah bah c'était le pilier principal. Je pense que l'apport, l'aide de mes parents, le soutien, et puis l'envie du pari, parce que je viens d'une famille où effectivement on n'avait pas des milliers des cents à donner. J'ai dû faire un prêt étudiant pour pouvoir aller au bout de mes études, mais le soutien affectif de mes parents, ça a été tout. Ça a été tout, parce que quand on a des parents qui acceptent l'incertitude, qui acceptent de se parer là, de dire « Ah oui, alors bon, t'as jamais été très bonne dans les études, t'as jamais vraiment été investie, là tu vises quelque chose de très haut, allez, on t'accompagne parce que t'es notre fille et on t'aime. » Et l'amour de ses parents, le soutien des parents, oui, c'est la grande qualité et le grand pouvoir que j'ai eu pour amener à bien ces études-là. Et est-ce que tu aurais eu la même niaque, justement, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas appuyés par leurs proches, malheureusement. C'est vrai. Est-ce que tu aurais eu la même niaque si tes parents t'avaient pas suivi, en tout cas dans le soutien moral que tu as eu? C'est compliqué, hein. C'est compliqué de se dire ça. D'un côté, j'ai envie de te dire que je serais peut-être pas allée jusqu'au bout sans le soutien de mes parents. Et d'un autre côté, j'ai un caractère qui fait que de toute façon, je suis assez autonome, et qu'à partir du moment où je veux quelque chose, ou que je sais que cette chose-là, il faut que je l'aie, même ce que je pourrais en faire, je n'en sais rien, mais il faut que je l'aie. Je serais allée au bout du processus. Est-ce que je serais toujours dans les mêmes conditions aujourd'hui? Est-ce que je serais avocate aujourd'hui? Est-ce que je serais à Nantes? Est-ce que j'aurais un appartement? Est-ce que je serais en couple avec mon compagnon? Je sais pas. Mais le soutien des parents a été un point clé, peut-être à des moments où même moi, à un moment donné, on a tous ce moment de faiblesse de dire j'arrête finalement. T'as eu des doutes en cours de route? Ah oui, ouais. Oui. Tout le temps, quand on est face à d'autres personnes qui sont plus cultivées, plus avancées, qui ont plus de facilité, ou qui sont nées dans ce monde-là. La profession, là voilà, je vais plus attirer l'attention sur la profession qui est la mienne, le monde judiciaire, les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers, les notaires, on est sur une profession très petite, où généralement les personnes qui bénéficient d'un soutien parental et qui ont déjà des membres de leur famille dans ce monde-là, c'est plus facile. Ils ont des facilités d'accès, des facilités en termes de compréhension de la matière que moi je n'avais pas. Moi je suis issue d'une famille où ma mère, elle est agent des services hospitaliers à la retraite, et mon père, il est aide médico-psychologique, donc c'est évident que je pouvais compter que sur moi-même. Donc ce soutien était important et était là, mais malgré tout j'ai dû me forcer moi-même à un peu compter que sur moi-même, parce que finalement j'étais la seule personne sur laquelle je pouvais me reposer, outre des amis, des rencontres intéressantes, des liens d'amitié très forts qui m'ont permis aussi d'aller jusqu'au bout. Mais tu doutes forcément. Surtout quand tu t'investis dans des longues études, tu sais pas où ça va te mener. Combien on en voit encore aujourd'hui qui sont détenteurs d'un super bagage universitaire, des diplômes à n'en plus pouvoir, à même plus avoir de place sur le CV pour les mettre, et qui malgré tout se retrouvent hôtesse de caisse. On en est plein, et j'ai été moi-même hôtesse de caisse. Oui, jusqu'à l'entrée à l'école des avocats, j'étais à la caisse tous les dimanches matins, fidèle au poste, et c'est malgré tout ces métiers comme ça qui m'ont permis de me nourrir aussi, qui m'ont permis aussi d'aller au bout de mes études. Ouais. C'est très compliqué, je pense qu'il faut être complémentaire, il faut se refuser à rien, et il faut accepter toute opportunité qui pourrait être bénéfique. Oui, donc aller vers toute opportunité, le cœur ouvert, quoi. Dire oui et ouais, essayer, quoi. En toute humilité, et sans jamais, par contre, d'un côté, voilà, oublier d'où on vient. C'est important. Et tu parles donc donc t'es allée 2 fois en Chine, hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc Oui. à Shanghai. C'est ça. Et comment on aborde ça à la vingtaine, quitter la petite ville de La Roche-sur-Yon pour aller quelques mois à Shanghai, dans un pays où tu parles pas la langue du tout, ou même l'anglais c'est pas ouf. En tout cas, on parle pas le même anglais, on parle pas le même anglais. Sûr. Voilà. Faudrait peut-être poser la question à ma mère, c'est elle qui était encore plus excitée et encore plus stressée que moi. Non, alors après, moi j'avais cette facilité de partir à l'étranger, j'avais déjà été fille au pair, et j'étais déjà partie 2 étés, un premier à Londres et un deuxième en Espagne. D'ailleurs, je pense que tu es bien placée pour le savoir. Je m'en souviens, Mais cette ouverture un peu, déjà ne serait-ce que d'aller dans d'autres pays européens m'a permis de m'ouvrir et de retomber sur mes pattes assez rapidement. Quoi qu'il arrive, même si on va dans le pays d'à côté, on n'est plus chez soi.
même d'aller dans une autre région. En France, on n'est plus chez soi. On doit avoir une capacité d'adaptation, une capacité de réaction. Et j'ai pu déjà, par mes petites expériences à l'étranger, me retrouver déjà face à moi-même et être capable de faire les choses. Et arriver en Chine, c'était l'enjeu suprême, puisque là, on quittait carrément les pays européens, on allait dans un autre pays, on allait sur un pays qui a une conception du monde, mais aux antipodes des nôtres, et avec une barrière de la langue, où ce que vous voyez quand vous arrivez à l'aéroport de Shanghai, c'est peut-être mon premier souvenir qui est peut-être le plus important. J'arrive dans cet aéroport, moi je veux me mettre directement en condition, je veux pas prendre le taxi parce que je trouve ça trop facile, moi je veux prendre le métro et arriver à l'adresse qu'on me donne dans le foyer étudiant qui m'attendait, et je me retrouve avec des panneaux, avec des images sur les panneaux. On voit ça comme des images, parce que quand on comprend pas le chinois, c'est des images qu'on voit, c'est des hiéroglyphes comme dit ma mère. Et c'est là où tu prends toute la mesure. Tu prends toute la mesure de « Ah oui, alors je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, je suis vraiment toute seule. J'aurais beau appeler ma maman pour pleurer, pour dire « Je suis arrivée. » Quoi qu'il arrive, c'est seule face à moi-même. Et c'est traumatisant comme sentiment, mais d'un côté hyper enrichissant, parce que quand on a le feedback derrière, on se rend compte, et là ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, mais en fait, on sait faire plein de choses. Il faut jamais se diminuer, parce que en fait notre corps, notre cerveau, notre esprit est d'une capacité mais indéfinie. Et c'est ça que j'ai appris en arrivant en Chine, en faisant face à la population, en faisant face aussi aux conflits de certains habitants, parce que on subit le racisme à l'envers, ils ne supportent pas les blancs. Moi, ma première interaction avec une chinoise, une mamie, elle m'a craché dessus. En arrivant dans le métro. Et ça, quand on voit ça, alors il faut pas s'énerver, parce que notre caractère franco-français aurait tendance parfois à reprendre le dessus, mais il faut pas s'énerver, pareil, il faut rester humble, il faut rester calme et essayer de décrypter un peu ce qui vient de se passer. Donc au-delà du fait qu'on a quand même un jet lag dans la tronche avec des heures d'avion interminables, mais on se fait tout petit. Et peu importe le pays, peu importe les idéaux qu'on y voit, parce que la Chine, voilà, on va pas aller sur le terrain des droits de l'homme, sinon ça serait interminable, mais je pense qu'il faut avoir cette humilité, parce qu'en fait on n'est pas chez nous, et on a ce devoir de respect de la culture, c'est le respect des coutumes, et on n'est pas natif de là-bas. Donc quand un pays vous accueille, quel qu'il soit, il y a déjà cette première humilité qu'il faut qu'on ait, parce que sinon on peut vite se retrouver submergé par les émotions et se dire mais en fait non, je rentre chez moi. Et cette peur un peu d'être déraciné, elle nous envahit, et c'est ça qu'il faut combattre. Et je pense que bon gré mal gré, j'y ai réussi, et j'ai tellement bien réussi que j'y suis retournée une deuxième année. Pendant quelques mois, donc du coup en stage dans un cabinet d'avocat. Et là pareillement, il faut faire un peu cette page blanche, garder bien sûr ses principes, ses valeurs, ce que nous a inculqué nos parents, ce qu'on a rencontré comme difficulté de vie en France, mais il faut y aller avec une nouvelle page blanche pour s'ouvrir au monde et accepter que tout n'est pas comme on le pensait être. Et c'est ça qui permet je trouve que c'est les clés d'un voyage réussi en fait. Et puis ça apporte une souplesse de l'esprit aussi. Ah ben oui, on est beaucoup moins rempli de certitude. Ouais. Parce que c'est bien aussi de douter. Après, c'est parce que tu as aussi l'intelligence d'avoir abordé ça comme ça. Moi, je connais des gens qui ont voyagé et qui reviennent, c'est un peu jugeant, mais aussi con, quoi. Ils pensent que alors peut-être c'est très différent de chez eux, que c'est pas que... Voilà, il y a quand même... Ça dépend comment tu abordes aussi la façon dont tu dis, avec de l'humilité. Voilà, et puis il faut avoir une honnêteté intellectuelle aussi. On compare pas, par exemple, si on doit avoir ne serait-ce qu'un débat sur la politique avec un Chinois, ce que j'ai eu moi avec un ami à moi, qui me soutenait alors qu'il était issu quand même d'une minorité ethnique, qui ne sont pas forcément non plus les catégories de population plébiscitées en Chine. Moi, il me soutenait mordicus que oui, le Tibet, c'est la Chine. Okay. Alors que nous, en France, on dit non, il y a un débat là quand même, il y a un conflit sur qui est le Tibet, est-ce qu'il y a une autonomie, il y a une indépendance, il y a un gouvernement chinois qui n'a pas été tout blanc dans l'annexion du Tibet, et là-dessus, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle de se dire, il n'a pas eu la même vie que moi, il n'a pas eu les mêmes opportunités que moi, à savoir la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, et s'il me raconte ça et qu'il clôt le débat comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et on n'est pas là, nous Français, et c'est un peu malheureusement la réputation qu'on en a, on n'est pas là pour juger. On est là pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais parfois il faut savoir mettre fin au débat quand on sait que de toute façon il n'y aura rien de constructif qui en sortira. Okay.
Et c'est cette intelligence-là que nous, Français, on doit avoir à l'étranger parce qu'on est beaucoup donneurs de leçons. On est aussi issus, voilà, on a un pays qui a une histoire sur les droits humains. On revient sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On a cette révolution française qui est notre marqueur, qui est notre empreinte digitale. Quand on va à l'étranger, on pense à ça quand on pense de la France. Et je pense qu'il ne faut pas arriver avec des idées toutes reçues en disant qu'on a juste à les imposer aux autres pour montrer que c'est nous qui avons la vérité suprême. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand bien même, je suis absolument pas d'accord avec ce qui se passe en Chine. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a des cultures de certains pays qu'on ne maîtrise pas et que de toute façon, déjà si on y va, c'est pas pour l'objectif de renverser le pays, parce que déjà, moi toute seule, j'aurais pas eu la capacité de le faire, mais c'est surtout que dans ce cas-là, si on veut pas y avoir une quelconque incidence, si on veut pas s'impliquer davantage, dans ce cas-là, on n'y va pas. Ok. Non, mais je trouve ça très honnête et très humble, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, ce qui est bien, c'est que toutes ces études qui t'ont coûté financièrement et humainement... et qui me coûtent toujours, je rembourse toujours mon prêt étudiant, j'y arrive. Ça va se terminer un moment, forcément. Du coup, tu es avocate. Moi, je t'ai connue dans 2 cabinets. C'est ça. Voilà. Ça te plaît, manifestement. Oui. C'est quoi le constat aujourd'hui, après quelques années de pratique ? Alors, j'ai prêté serment en décembre 2019 avec des paillettes plein les yeux. J'en ai encore un peu, il m'en reste des paillettes, mais il y en a quand même un peu moins qu'avant parce que on nous prépare pas. Alors, je vais vraiment parler pour ceux qui font des études longues parce que je peux pas parler pour... voilà, j'ai pas fait de BTS, j'ai fait plutôt des études longues, donc j'ai plus ce recul vis-à-vis de ça. Quand on se destine à de grandes études avec des métiers... qui sont sur une prestation intellectuelle, c'est compliqué parce qu'on nous inculque le fond, on nous inculque la connaissance, le savoir, la théorie. Donc on a nos bagages juridiques dans la tête, ce à quoi on nous prépare pas et jamais, et c'est la seule critique que je ferais des facs de droit en France et même les écoles des avocats en France. On nous prépare pas à la dureté du métier, on nous prépare pas à ce qui nous entoure et à ce à quoi on est confronté au quotidien. Parce que au-delà de maintenant, en tant qu'avocat, je rédige des consultations juridiques, je conseille des gens, je mène des procédures, j'assiste des gens en défense, mais ce à quoi on ne nous prépare pas, c'est l'humain qui nous entoure. On est toujours le difficile de quelqu'un, c'est ce que j'ai appris notamment, et notamment tout ce côté administratif, toutes ces procédures, toutes ces tâches on nous a pas habitués à faire. Et entre ma prestation de serment en 2019 et aujourd'hui, à fin 2022, où dans quelques jours je vais fêter mes 3 années d'exercice plein, je me rends compte que j'étais pas prête. Quelque part, on ne l'est jamais. Tant qu'on vit pas le métier, on ne le connaît pas, et c'est le propre de beaucoup de professions, je pense. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'à moi toute seule, je ne changerai pas beaucoup de choses, et qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai pas de marge de manœuvre. Nous, les avocats, et là je vais parler pour mes confrères et moi-même, on est la variable d'ajustement de ce système judiciaire qui va nulle part, faut se le dire, au-delà de ce qu'on voit à la télé, mais entre ce qu'on voit à la télé et quand on le vit au quotidien en tant qu'acteur de ce système judiciaire, c'est tout à fait autre chose, et je parlais crûment, on s'en prend plein la tronche. Okay. Parce qu'on est dans un métier où en fait on est en conflit permanent. C'est un conflit permanent. C'est un conflit avec les membres de son cabinet, parce que parfois c'est pas toujours aussi simple. C'est un conflit permanent avec nos propres clients. Parce que d'un côté on se bat pour la sauvegarde de leurs droits, mais on doit leur dire parfois, parce que c'est notre obligation, de dire ce que vous voulez faire c'est pas possible. Ou ce que vous voulez faire c'est plus possible. Ou ce que vous voulez faire on l'a jamais fait. Donc il y a un aléa qui est vraiment important. Donc attention, je ne sais pas ce que ça va donner. On se bat également avec les confrères adverses, mais ça c'est de bonne guerre. On se bat avec les magistrats, on se bat avec les greffiers, on se bat avec les huissiers. Et c'est un métier où toute la semaine, du lundi au vendredi, où on est confronté à ce conflit permanent et avec toute personne. Donc on relâche jamais la pression. Et cette overdose de conflits qu'on traite au quotidien, je pense qu'il faut être armé psychologiquement, et ça, quoi qu'il arrive, on n'est jamais armé. Okay. Jamais. Donc c'est soit on a le mental pour, avec le bagage qu'on a eu, avec les expériences de vie qu'on a eues, et on peut durer, soit on n'a pas le bagage pour, on n'a pas les épaules, et il faut avoir cette honnêteté-là et mettre sa fierté d'un côté pour le reconnaître et l'admettre. Et moi je suis dans cette position aujourd'hui, comme beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères, où au bout des 3 ans on fait le point et on se dit bon,
c'est pas ce que j'espérais, je savais que c'était pas rose. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre entre les avantages et les inconvénients, est-ce que ça s'équilibre toujours ? Oui, parce qu'il y a un taux de démission qui est assez haut chez les jeunes avocats. Ça fait des années, et là on est rendu, là ça touche le paroxysme, où maintenant on renverse un peu la vapeur. C'est les avocats collaborateurs qui démissionnent et qui quittent les cabinets, qui fuient pour leur santé mentale, notamment, parce que c'est que de la santé mentale, c'est le cerveau qui traite. Nous on a un métier difficile, non pas parce qu'il est physique, mais parce que mentalement, on est submergé des émotions des clients qui viennent nous voir désespérés, parce que quand les gens viennent nous voir, c'est que déjà ça va pas. Donc on a des gens en souffrance, quelle que soit la souffrance, on n'est pas en train de juger qui souffre le plus, quelle est la priorité, mais on a des gens qui sont pas bien, et on reçoit cette souffrance tous les jours. Notamment, moi je fais de la matière familiale, où là on touche à l'intimité, à la vie de famille, on touche à l'affect, et moi souvent le soir je rentre fatiguée, parfois les larmes aux yeux, parfois je pleure. Voilà. Ouais, okay. Et c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident, parce que on aurait envie, parce qu'on se dit que l'humain il est bon et on va trouver une solution qui arrange tout le monde, on a envie de sauver cette famille, on a envie de sauver cette maman qui a du mal à s'entendre avec le papa, et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, parfois ça nous échappe, et c'est cette exigence qu'on s'inflige à nous-mêmes, et moi la première, parce que si j'en suis arrivée là, c'est aussi parce que je me fais pas de cadeaux et je suis la première à être exigeante avec moi-même. Parfois ça pèse. Et je m'étais toujours dit, depuis le début, et ça, je me revois encore le dire quand j'ai prêté serment, je fais, c'est simple. Si le métier, un jour, je ne le subis plus que je le vis, j'arrête. Okay. Parce que, quand même, j'aime mon métier, j'aime plaider pour les gens, j'aime essayer de résoudre des conflits, j'aime aller au-delà des difficultés pour trouver une solution. À un moment donné, il faut se préserver. Et là, je suis rendue à me demander qu'est-ce que je fais lorsque mon patron, enfin c'est pas mon patron, c'est mon collaborant, qu'est-ce que je fais lorsque l'associé qui m'a recruté partira en retraite? Est-ce que je relance la machine? Est-ce que je me retourne vers un cabinet pour refaire une collaboration, pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs aussi, parce que ça se passe très bien là où je suis actuellement, ou alors est-ce que peut-être je fais une pause, je fais autre chose? Ok. Mais du coup, c'est hyper intéressant, ça fait un parcours relativement dense quand même, avec pas mal d'expériences humaines jusque dans ton métier aujourd'hui. Tu parles justement là à l'instant, je te vois un peu émue, de la difficulté de maintenir un mental, parce que tu es dans un accueil effectivement de gens en difficulté dans tous les sens du terme. Et justement, là, tu dis, si le métier m'amène à être trop mal mentalement, je ferai une pause. Du coup, ça me permet d'arriver un peu à une partie du podcast sur la trentaine, où manifestement, tu as l'air d'être plus attentive à l'aspect mental, à ton aspect mental. Je pense que peut-être qu'à 20 ans, on faisait moins attention. Enfin, je dis on, toi inclus, mais est-ce que du coup, la trentenaire que tu es, c'est quoi le rapport à toi aujourd'hui? Là, tu parles justement du mental, où tu as l'air d'être très attentive au moment où ça pourrait basculer. Est-ce que déjà tu as connu des gens qui ont basculé ou pour plein de raisons? Et si tu devais comparer à la Jessie qui avait 20 ans, aujourd'hui, comment ça va avec ta tête? Comment ça va avec ton corps? Alors si je fais le comparatif, si je me remets avec ma casquette de 20 ans, à 20 ans j'étais plutôt insouciante. J'avais un côté je m'en foutisme du danger ou des risques que je prenais sur toute chose de la vie. Et ça m'a permis quand même d'arriver là où je suis. Aujourd'hui, maintenant, si je dois moi me parler de 30 ans à moi 20 ans, je me dis bon, tu t'es bien amusé, t'as poussé tes limites, t'es allé même au-delà de tes limites. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que je veux, parce que j'envisage, voilà, il y a tout un mouvement de vie. C'est vrai qu'on fait ça par décennies, 20 ans, 30 ans. Pourquoi ? J'ai pas la réponse à la question. Non, c'est une question ouverte que je me pose. Pourquoi à 30 ans, il y a forcément un bilan qui se fait. Mais c'est classique, hein, et on le fait tous. Hein. Et je me souviens, quand j'avais eu 30 ans l'année dernière, bon, déjà j'avais cette nostalgie de l'âge. Dire, à 20 ans, à ce moment-là, j'étais à l'étranger, je profitais, je découvrais le monde, je rencontrais des gens hyper intéressants, je m'ouvrais, j'avais cette autonomie, cette indépendance qui me pendait là comme ça aux mains. Tu faisais la fête à Majorque. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, mes préoccupations, c'est pas c'est toujours de continuer à profiter de mes amis, de profiter de la vie, d'aller voir des spectacles, d'aller faire des choses et d'avoir une vie, en fait, au-delà du travail. Parce que avant, quand j'étais étudiante, mes études me prenaient énormément de temps, mais j'arrivais, malgré tout,
à avoir une vie à côté de mes études. C'était hyper important pour la régularité, pour la stabilité. Parce que à être trop concentré sur une seule chose, déjà on l'a fait mal et on n'a plus le recul nécessaire. Et là aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte à 30 ans que ce que j'arrivais peut-être à faire plus à 20 ans, j'ai du mal à le faire à 30 ans. C'est-à-dire que là, mon boulot a une part extrêmement importante dans mon quotidien, au-delà de la charge horaire, parce qu'on est de 9h à 19h30 du lundi au vendredi, c'est quand même pas rien, c'est plus que le reste du temps sur la semaine. Et je me rends compte que même quand je pars du cabinet, je suis toujours dans le cabinet. Et j'ai besoin aujourd'hui, et c'est ma priorité, d'où l'émotion quand je te parle notamment des dossiers, parce que mes dossiers ne me quittent jamais. Le dossier physique, je le quitte sur mon bureau, mais je le retrouve dans ma tête. Et je réfléchis. Et parfois, ça m'arrivait des fois la nuit de me réveiller et dire « Ah, j'ai une idée, on va aller vers ça ». Est-ce que tu as déjà envisagé de mettre des choses en place pour vraiment couper mentalement avec ce métier-là qui est hyper prenant ? Il n'y a pas de solution. La solution. Pour ton couple, par exemple, je me dis, ouais. Alors après, moi, j'ai un compagnon qui est hyper à l'écoute, heureusement. Et le pauvre, parce qu'il n'a rien demandé, mais alors parfois, il adore quand je raconte mes histoires, parce que du coup, c'est la curiosité, parce que c'est un monde curieux, un peu mystique. Les gens sont tout à fait curieux de connaître la vie judiciaire. C'est quelque chose qui leur échappe un peu. Et lui, il adore quand je raconte mes histoires, et d'un autre côté, il est là pour m'écouter quand ça va pas, quand je pleure, quand je hurle parce que j'ai vu une situation qui était injuste, quand j'ai la sensation d'avoir échoué plein de fois, parce que je me fais toujours pas de cadeaux à 30 ans et encore moins. Et j'essaye maintenant de m'imposer un rythme de vie, et j'y arrive pas parce que cette semaine, je me suis dit, allez, cette semaine, à 18h15, je ferme l'ordinateur, je vais aller faire des emplettes, je vais aller me balader dans les boutiques et je vais essayer de changer d'air, de penser à autre chose. Et c'est compliqué parce que le cerveau, et je crois que c'est l'organe le plus complexe au monde, où on a beau se forcer à vouloir avoir la maîtrise de soi, à dire non, allez, maintenant je coupe et je vais faire autre chose, et ça marche pas. J'arrive même pas aujourd'hui, alors que j'adorais ça, m'accorder du temps pour une activité sportive. Oui, alors justement, j'allais te demander, là on a abordé le côté psychique, tout ça. Est-ce que tu as un exutoire physique ? Est-ce que justement, parce que des fois il y en a qui font du sport pour en exutoire, il y en a qui ont découvert le sport autour de la trentaine pour des histoires de poids ou plus en général de bien-être. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, pour aussi prendre soin du corps, parce que le corps peut aussi accuser le coup d'une fatigue mentale, on le sait. C'est ça. Est-ce que ton rapport au corps il change plutôt dans une thématique de bien-être ? Est-ce qu'il y a... Alors moi j'essaye, c'est des petits rituels. Alors parfois ça me prend. C'est pas toujours, c'est pas régulier, c'est pas stable. Je vois par exemple un truc tout bête, ça a l'air anodin comme ça, le coiffeur. Ben non, c'est pas anodin, parce c'est que super. pour les femmes, le coiffeur, même pour les hommes, il n'y a pas de limite. Les femmes, le rapport aux cheveux est très important, et le rapport aussi à l'image est très important, surtout pour mon métier. Mais moi, ce que j'aime maintenant particulièrement, c'est de m'astreindre des rituels, à savoir tous les 6 mois, il faut que j'appelle le coiffeur. Et ça te fait du bien ? Ouais. Surtout de le prendre sur mes... Et tu changes à chaque fois ou c'est... Alors là, oui, je varie selon la couleur que je veux. Alors le but, c'est pas d'arriver en couleur d'arc-en-ciel devant un magistrat, ça le fait moyen. Mais voilà, d'essayer de nouvelles choses, et puis de papoter, de parler de la vie des autres. Et c'est débile parce que je me dis, je passe mon quotidien à parler de la vie des autres. Mais pour autant, j'adore ça. J'adore que les gens me racontent leur vie. Là, c'est hors métier. Voilà, et souvent, généralement, je mens sur mon métier. Je dis pas que je suis avocate. Tu dis quoi ? Je dis que je bosse dans les assurances, que je suis juriste mais pour des boîtes, alors du coup c'est pas... Parce que quand tu dis que t'es avocat, faut faire attention à qui tu le dis, parce que c'est un métier qui attire toutes les curiosités aussi, donc on te pose des questions, on dit ça tombe bien, toi qui es avocate. Et je supporte, autant avant quand j'étais étudiante, je me galvanisais en disant oui, moi je vais t'aider parce que j'ai la connaissance pour. Là aujourd'hui je fuis, je fais va des rétro satanas. Non, moi je suis fleuriste, moi je préfère faire des fleurs, c'est plus simple. Il n'y a pas de sous-métier. Non, moi je me suis dit je vais me reconvertir en fleuriste, je trouve ça beaucoup plus sympathique, et puis au moins on fait des fleurs, il n'y a plus personne qui parle de nos problèmes, on a cet exutoire de plus personne me parle, plus personne me demande quoi que ce soit. Plus personne dépend de moi. De la vente, des fois, t'es un peu le psy en vente. Ouais, mais beaucoup. Pas à ce point-là, en tout cas dans la manière où les gens s'adressent à moi avec ma fonction. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaye de m'astreindre des rituels pour prendre soin de moi. Ça va être un masque pour le visage dimanche matin. Je me dis, ça fait longtemps. Je stoppe tout. Mais il faut que je stoppe tout. C'est-à-dire qu'il faut que je pense qu'à ça, parce que je suis quelqu'un d'entier. Donc je prends mon masque pour le visage dans la salle de bain et hop, je me le mets et je me mets une demi-heure là-dessus. Et je ne fais que ça. Ou par exemple, les seuls moments où je pense pas à mon boulot, c'est pareil, on allait à Versailles avec mon compagnon la semaine dernière et on a visité le château de Versailles que j'avais jamais fait.
Jamais j'avais fait le château de Versailles. Alors que je suis française quand même, j'ai eu l'occasion de partir en voyage scolaire, mais ça je l'avais jamais fait. Et bien toute la journée, parce que j'étais sur quelque chose de totalement nouveau et totalement étranger à ma culture de métier, que là vraiment pour le coup, j'ai vraiment, pour la journée entière, je crois que je n'ai pas pensé un seul moment à mon boulot. Et ça a fait un bien fou. Et là quand je me le redis aujourd'hui, je me dis mais je devrais faire ça plus souvent. Faire des choses, mais par contre il faut que ça soit des choses qui soient tellement spécifiques et tellement en dehors des clous, parce que mon métier, je vois plein de trucs. Je vois du droit de la famille, je vois du droit des contrats, je vois de toutes les thématiques, je rencontre tous les corps de métier, je vois de tout. Donc il faut que ce soit des trucs sensationnels pour que j'arrive à penser à autre chose. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et je me le pardonne encore aujourd'hui, même si je pense que ma personne à 20 ans me le pardonnerait moins. Tu penses que tu es moins dans l'autoflagellation qu'il y a 10 ans? Tu te pardonnes plus facilement Oui, parce que à un moment donné, on reste humain malgré tout, on a nos limites, et si j'arrive pas, par exemple, un truc tout bête, si j'arrive pas à partir avant 19h le soir, bah c'est pas grave, je ferai peut-être mieux demain. Parce que c'est propre à moi aussi, j'ai tendance à m'auto-flageller assez facilement, je me fais jamais de cadeaux, ça je l'ai répété au moins 3 fois dans ton podcast, donc ça veut dire que c'est vrai quand même pour le coup. Mais aujourd'hui j'arrive à avoir un peu plus de souplesse avec moi-même parce que je peux pas tout faire. Ouais, tu mets un peu de douceur quoi. Je pense que c'est ça aussi le passage à la trentaine, c'est peut-être mettre un peu plus de douceur, et il y a cette sagesse qui commence à s'instaurer. C'est très minime encore pour moi parce que je reste malgré tout un peu une femme enfant, j'ai une certaine maturité bien sûr, mais il y a encore des choses sur lesquelles je dois progresser, et le fait même que je le reconnaisse, ça veut dire Tu chemines. On chemine. Et puis surtout parce que à mon âge, j'ai au-delà des pays ou des vies que j'ai encore envie de parcourir, on a l'envie d'aborder l'envie de transmettre. Ça commence à venir. Alors, est-ce que c'est l'horloge biologique qui parle à chaque fois que tu as 30 ans? J'en sais rien. Je trouve que c'est un peu facile de catégoriser et d'avoir un calcul arithmétique sur ton cheminement de vie. Je trouve que la vie, c'est pas ça, en fait. Ça serait trop simple, pour le coup. Mais là, aujourd'hui, avec mon compagnon, on se pose la question. On a mis le mot dessus. On est ensemble, ça se passe bien, on a quelque chose de stable, on s'entend bien, on a la même façon de voir la vie. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant nous deux? Justement, parce que j'allais t'en parler, donc j'aborde quasiment la thématique 100% du temps du fameux schéma. Donc le schéma qui voudrait 30 ans, le life goal total. T'es une de mes potes qui a peut-être atteint le plus de points, c'est-à-dire, on va dire, le conjoint ou la conjointe, les enfants, le chat, que sais-je, la maison, tout ça. Donc toi aujourd'hui t'es en ménage avec, c'est ça. avec ton copain, vous avez un chat qui n'arrête pas de faire des allers-retours d'ailleurs. Quelle discrétion, n'est-ce pas? Mais bon, beaucoup trop mignonne. Donc tu n'es pas propriétaire de ton appartement. Ah non. Voilà. Tu es un amoureux, tu as un boulot, on va dire, stable, avec un salaire qui tombe. Tu n'as pas d'enfant. Non. Voilà. À moins que il soit quelque part et je n'ai rien vu. Non, toujours pas. Non. Non, la thématique de l'enfant, c'est compliqué. Déjà, alors moi, il faut bien, je pense, faire la différence entre deux évolutions, deux carrières. Moi, j'étais très amie avec une nana au lycée, et pour autant, on n'a pas du tout choisi la même vie. Elle a 18 ans, elle a fait un BTS, et elle était rapidement agrippée par la vente, et elle a vite en fait acheté une boulangerie avec son copain. Donc elle est devenue patron très vite d'une petite entreprise, et elle a vite gagné sa vie. Donc elle était déjà dans ce quotidien, métro boulot dodo, un emprunt immobilier, une maison, un commerce à tenir, et elle a rapidement fait des enfants. Moi, mon premier départ en Chine, c'était en 2012, et elle était déjà enceinte de son premier enfant. Ok. Alors, c'est pas pour autant qu'on s'aime plus, mais c'est vrai que nos chemins sont un peu séparés parce qu'on n'a pas du tout la même vie. Et quelque part, je me dis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, son gamin, il a 10 ans. Ce qui fait que ça me rajeunit pas. Et moi, je suis toujours pas maman. Et je m'en veux pas. Pourquoi? Parce que quand on est dans les études, on se consacre qu'à ça. On ne vit que pour ça. On vise le Graal, on vise un titre, un diplôme, on vise un début de carrière. Et l'envie de créer une famille, l'envie de transmettre, l'envie d'avoir un enfant, elle est très éloignée. Mais est-ce que toi, par exemple, le fait de ne pas avoir justement le schéma complet comme ton ami, est-ce qu'aujourd'hui ça te pèse? Est-ce que ton entourage te donne des injonctions? Ou alors est-ce que pas du tout? Est-ce que tu as l'impression que c'est voulu et puis que ça peut arriver ou voire pas du tout? Et ou est-ce que tu te mets en comparaison? J'ai pas l'impression, la façon dont tu le racontes. Est-ce que je me permets très brièvement, mais ta sœur a un peu plus le schéma, puisqu'elle a 2 enfants, c'est ça, tout ouais. ça.
Est-ce que par exemple ça a pu rentrer en compte? Est-ce que ça t'a mis une pression ou tu t'es sentie complètement ok avec tes choix de vie? Je pense qu'il faut être ok. Hein. Ouais. À un moment donné, on a beau venir de la même famille, avoir été éduqués par les mêmes parents, et on a tous une façon très personnalisée de concevoir le cheminement de sa vie. Enfin, à un moment donné, ça nous appartient, c'est notre vie. Ça se cède pas, ça se prête pas, on ne prend pas conseil pour... Enfin si, on peut prendre des conseils pour pouvoir évoluer dans la vie, mais c'est notre vie, ça nous appartient. Je pense que on est dans un système aujourd'hui où il faut que ça soit calé, comme si on avait cette espèce de paranoïa de vie, de fin de vie, avec, vous avez votre bilan de compétences à la fin, et là vous êtes là en train de checker les pages. Alors, est-ce que tu as fait des enfants? Ah, bon, déjà ça va pas. Est-ce que tu as eu un travail? Est-ce que tu es resté longtemps dans ce travail? Ah, donc déjà la stabilité, c'est pas ouf. Est-ce que tu as déjà eu des emprunts immobiliers? Bon, c'est bizarre, tu n'as jamais eu d'emprunt. Et on est toujours sur un espèce de check-up d'une liste de courses qu'on doit automatiquement avoir fait à la fin de sa vie. Moi, je trouve ça totalement dément. Oui, mais nos parents se posaient, parce qu'on en parlait tout à l'heure, nos parents à nos âges étaient déjà parents. C'est ça, c'est vrai. Ils étaient déjà avec quelqu'un. Moi, à mon âge, ma mère avait déjà moi et ma sœur. Ben ouais, moi c'est ça. Mais d'ailleurs, ma mère m'a dit ça l'autre jour. Oh là là, mais moi à 32 ans, je vous avais déjà toutes les deux. Et est-ce que nos parents se posaient moins la question où il y avait une espèce de logique, tu rencontres quelqu'un jeune et puis tu t'installes et tu fais des enfants et tout le reste s'ensuit? J'ai l'impression, en tout cas, moi je vois par le prisme mon prisme et celui de mes proches, qu'il y a beaucoup plus de questionnements. On questionne plus nos histoires d'amour en termes de bien-être. Bon, toi, tu as toujours un peu le même emploi, mais j'ai aussi des amis qui ont eu plusieurs jobs et qui font un peu le bilan actuellement en disant comme on disait tout à l'heure, c'est pas exactement ce qu'on nous avait dit à l'école. C'est ça. Le constat, une fois que tu es dans le monde du travail, tu dis c'est pas très bien payé par rapport à ce que je fais. C'est ça. Et puis aussi par rapport au schéma, ce que je voulais savoir, c'est qu'on en parlait aussi juste avant. Il y a la conjoncture économique qui est pas ouf, je sais pas si tu as remarqué. Un peu effrayant quand même. Et le monde écologiquement, bon, c'est pareil, hein, on n'est pas sur le meilleur moment de la planète. Est-ce que ça joue dans l'équation? Bien sûr. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Bien sûr que ça joue. J'étais tombée sur l'interview d'une jeune femme qui m'avait marquée parce que je m'étais pas posé la question. Je dis c'est bizarre que mon cerveau n'est pas allé jusqu'à cette réflexion-là. Où là, il y a une nana qui disait moi aujourd'hui, quand je vois que les forêts brûlent, que on peut nous enfermer chez nous à notre domicile pendant 2 mois sans que ça pose question à qui que ce soit, et que maintenant on va jouer avec l'inflation où un jour l'essence ça coûtera pas cher, puis le lendemain ça peut coûter le triple, le quadruple, ou vers aller au quintuple. Bien sûr que ça joue, parce que elle se disait moi je fais pas d'enfants, ça sert à rien, qu'est-ce que je leur laisse? Le désir même d'avoir un enfant, il y en a qui considèrent, alors je suis peut-être un peu plus mesurée moi, mais il y en a qui considèrent peut-être aussi à raison, je suis pas là pour juger, parce que déjà que ça fait partie d'un choix très égoïste. Ça l'est un peu dans le sens où l'enfant ne choisit pas. C'est toi qui choisis de concevoir un autre c'est être. toi qui choisis de concevoir un enfant, c'est toi qui choisis que ce bébé qui va grandir dans ton ventre, ou ce bébé que tu vois grandir dans le ventre de ta compagne, parce que c'est important d'associer les hommes toujours un petit peu, sinon c'est quand même pas drôle. Se dire c'est moi qui ai voulu, ce bébé lui il va naître. Il va avoir une vie, une existence, il va avoir un parcours de vie, quel qu'il soit. Et c'est pas simple. Moi, je trouve que c'est une décision qui est lourde de responsabilité. C'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Et je me suis moi-même interrogée. Je dis, mais qu'est-ce que je laisse à mon gamin, quoi? Oui, puis en plus, toi, de par ton métier, comme tu l'as évoqué dans la conversation avant, c'est un peu comme si tu étais dans la police. C'est-à-dire que tu es témoin d'une violence qui existe. Tu as vu des gens qui ont pu être maltraités, être agressés. Ouais. Donc c'est-à-dire que même ton point de vue sur la violence, même si ça ne veut pas dire que la violence est omniprésente, mais toi tu la vois d'autant plus près que ça fait partie de ton métier. Est-ce que ça aussi, ça peut t'interroger sur le fait de concevoir? Là je suis sortie d'audience correctionnelle jeudi soir à 21h. La première réflexion, parce qu'on reste avant tout des humains, alors on tait cette réflexion, parce que quand on a la robe et on doit parler au nom et pour le compte de notre client qui nous a mandaté pour évoquer sa douleur, évoquer son traumatisme, notamment dans des procès pénals comme ça. Et quand je ressors à chaque fois, je me dis moi, mon enfant, le jour où il vient au monde, mais je l'enferme en fait. Comme ça, je suis sûre qu'il lui arrive rien, parce que c'est... Ou qu'il ne soit pas agresseur, ça peut être ça. Ou qu'il ne termine pas agresseur, j'espère pas quand même. Après, on sait pas. Parfois, on peut faire un taf de parents formidable, et parfois, ça nous échappe. Complètement.
Il y a pas, voilà, des fois les enfants ils peuvent tourner mal, ils peuvent aussi parfois prendre un chemin à côté. C'est pas forcément volontaire, et c'est parfois même que momentané, mais on n'est pas forcément responsable des choix de nos enfants quand ils grandissent au fur et à mesure. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est ce rapport à l'ordre, ce rapport à la loi, ce rapport au respect de l'individu que je vais devoir inculquer à mon enfant, parce que j'ai envie d'avoir des enfants. On s'est posé la question, on s'est dit oui, si on a un enfant, oui, on le garde. On n'est pas dans cette démarche pour l'instant parce qu'on apprécie notre vie de trentenaire, notamment moi avec des études longues, j'ai moins profité peut-être d'une personne qui est vite rentrée dans la vie active, donc j'avais beaucoup moins d'argent pour pouvoir me permettre des restos, des machins, des trucs. Et là, quand ça sera le cas, ça va venir dans quelques années, oui, il y aura un enfant, mais je vais avoir peut-être ce côté un peu avant-garde et ce côté peut-être un peu militaire, pas de choyer, mais au contraire pas former mon enfant, c'est mal dit quand je dis ça, mais de guider mon enfant dans ce monde qui n'est plus celui que même nous on a connu. Il y a un gap entre nous, on est des années 90-91, pour ma part 91, il y a un gap. On n'est plus du tout dans le monde qu'on était avant. Il n'a jamais été bisounours, le monde. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la médiatisation maladive qu'on en fait, on révèle chaque faiblesse et chaque extravagance de ce monde-là. Et pour un enfant qui naît en 2022, en 2023 ou qui va naître en 2024, il va avoir de plein fouet cette prise de conscience de le monde va mal, le monde va brûler, ça va être hyper cher, il y aura de la violence partout, on ne pourra pas contenir cette violence qui quelque part a toujours existé, on ne fait que la dévoiler de manière plus accrue et plus rapide. Oui, il y a aussi une volonté, voilà. De la part de la télé, tout ça, il y a aussi des gens qui font des actions incroyables, écologiquement, socialement. Oui, voilà. On en parle moins. Je pense qu'on a tendance à plus facilement parler de ce qui va pas, de ce qui va. Et c'est tout le problème de notre société. On met pas assez en lumière ce qui va. Et c'est là où j'essaye de me freiner parce que je vois des choses horribles parfois tous les jours de la semaine, ça dépend de certains dossiers, mais ça permet en une semaine d'avoir tous les jours un cas qui est très difficile. Et j'essaye de me rassurer en disant, c'est pas que ça. Ça arrivait là pour telle personne, dans telle situation, mais c'est pas que ça. Le monde, il vaut mieux que ça. Et j'ai encore cet espoir un peu de ce monde qui peut avoir bien mieux à offrir que ce qu'on laisse entendre encore aujourd'hui. Le monde, il est pas terminé. Alors oui, on lui fait mal à ce monde. L'humain fait mal à ce monde, on est en train on tue notre biodiversité, on fait du mal aux animaux, on épuise chaque ressource possible pour ce principe de consommation excessive parce qu'on a été habitué dans ce monde-là, même nous, notre génération, on est né dans ce monde de la consommation facile, la consommation jetable et pas durable. Et là aujourd'hui, je pense que nos jeunes de 20 ans, je dis nos jeunes, parce que maintenant on a 30 ans, nous on est moins jeunes maintenant, on est obligé de le dire. Et on est les jeunes d'autres gens. On est les jeunes d'autres gens, mais là je pense que nos jeunes de 20 ans, il faut pas qu'ils perdent confiance, faut pas qu'ils perdent espoir parce qu'ils auront des choses à nous apprendre, ils auront des choses sur lesquelles ils vont nous alerter comme nous, on alertait nos parents. En disant mais ça ça se fait pas, ça se fait plus, ça, faut faire autrement. Et c'est sur cette nouvelle génération que va peser tous les gros enjeux de société. Mais de l'importance d'une écoute intergénérationnelle. C'est ça. On se comporte comme des gros cons, à dire que les jeunes sont des branleurs, on n'écoute pas ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est peut-être ça. qu'on a quand même en fait, on croit toujours, enfin, pas tous, mais qu'on n'a pas de leçons à recevoir des plus jeunes. Là, ce que tu dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'eux, ils ont une prise de conscience on a toujours une leçon à recevoir et il faut absolument pas juger de la crédibilité de l'auteur de cette leçon. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu un peu se faire mal, se casser les dents sur la vie active, qui est un gouffre, on entre dans une cage au lion où on se fait bouffer par ce système, c'est assez oppressant, et je pense que ce que les jeunes ont envie de nous dire, je vois mes étudiants, parce que je suis chargée de TD à la fac, dans leur façon d'être, dans leur comportement, ils ont des ambitions, ils ont des besoins et ils entendent bien ne pas se faire avoir comme nous on est en train de se faire avoir, parce qu'il faut avoir cette honnêteté-là, il faut pas être hypocrite. Notre génération de 30 ans, en tout cas moi je considère ça comme ça, on est encore dans cette espèce de soumission naturelle à ce système parce que nos parents ont évolué un peu dans ce sens-là et nous on perpétue quelque chose sans même se poser la question de savoir mais pourquoi on fait ça en fait, quel est le but, en quoi ça nous profite de faire ça, ça nous profite pas, mais on le fait parce que c'est acté comme ça et je suis la première à le faire, donc voilà, faut être honnête. Et ces jeunes là, alors ils vont se casser les dents aussi parce que voilà, ils combattent un système, Bon, faut se dire que entre des jeunes de 20 ans plein d'ambition, plein d'avenir, plein d'espoir et un système, généralement
il y a quand même, c'est David contre Goliath. Mais je pense que ces jeunes auront peut-être plus de vivacité d'esprit pour dire, mais en fait, quoi qu'il arrive, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on fera pas ça, en fait. Donc, adaptez-vous à nous, parce que nous, on compte plus s'adapter à vous. Et c'est cette force-là qu'il ne faut pas négliger, parce que l'union fait la force, et si tous les jeunes ont cette même vivacité d'esprit, et dans ce sens-là, ça peut faire bouger les choses. Ça pourrait. Nous, je dis pas que c'est trop tard, et je serai la première à soutenir tous les mouvements en ce sens, mais nous, quelle crédibilité j'ai à dire à une jeune élève avocate qui me, en lui disant, mais t'as raison, bats-toi contre les patrons, on nous oppresse, nous les collaborateurs libéraux. Il y avait une consoeur qui m'avait dit ça, je trouvais ça très propre, c'était on est les Uber du droit, on profite de nous, on est payé au rabais, et pour autant on doit cravacher tous les jours sans relâche. Et quand je disais cette élève avocate qui avait une ambition, dire moi je veux pas gagner moins de 4 000 € par mois. Moi, je l'ai regardée du haut de mes 31 ans. Je fais, petite, t'es bien mignonne, mais qui va te recruter à 4 000 € par mois? Faut arrêter déjà. Va falloir que tu montres un peu ce que tu vaux. Et plus je réfléchis, si bête que ça. Au fil de la conversation, ça fait quelques mois que j'ai cette conversation avec elle, et je me dis au final, après tout, franchement, elle a raison. Elle a rien à perdre déjà. Faut qu'elle le tente. Et c'est peut-être comme ça aussi. Si on monte les crocs dès le début en disant, attendez, oui, on va faire le travail, oui, on va s'investir dans notre métier, quel qu'il soit. Là, je ne parle pas forcément du métier d'avocat, mais ça sera à nos conditions maintenant, parce qu'il y a eu des abus. Et en fait, les mots des professions aujourd'hui, quelles qu'elles soient, c'est qu'on a validé, ou en tout cas qu'on n'a pas contesté, des pratiques qui sont inadmissibles. On n'a rien fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un revers de médaille en ce moment. Bien sûr, toutes les professions sont touchées. 510 000 démissions tous les trimestres depuis 2021. Et je pense que le Covid, d'ailleurs, a joué amplement sur la prise de conscience. Voilà. Oui. Et du coup, alors on va arriver à la fin, mais c'était incroyable comme échange, que tu gardes autant de bienveillance face à un métier qui est quand même pas évident. Et en tout début d'interview, tu parlais du fait de se faire confiance, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, de ne pas prétendre connaître nos limites, parce qu'en fait on ne les connaît pas, et qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Oui. Est-ce que ça, c'est un peu ton constat? Parce qu'en fait souvent ce que je demande aux gens que j'interviewe, c'est sur ces 10 ans d'expérience, alors les tiennes sont très nombreuses, est-ce que tu en as sorti quelque chose, c'est-à-dire comme un mantra, une leçon de vie, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas, t'es moins anxieuse, ou voilà, est-ce que c'était ça un peu ton constat, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu as appris sur toi à force d'expérience? Il y a des gens qui parlent d'écouter leur corps, d'écouter leur ressenti, de tout oser, de passer à l'action, parce qu'on l'a fait, parce qu'on n'est pas mort d'ailleurs. Qu'est-ce que toi, tu ressortirais de tout ça? De tout ça sur 10 ans, je dirais, même quand on est au plus bas, et c'est ça que j'en sortirais peut-être le plus, même quand on est au plus bas, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus rien, qu'on se sent minable, qu'on se sent pas à la hauteur, il faut pas s'arrêter. Parce que quoi qu'il arrive, et même si on se sent minable, et même si à ce moment-là c'est vrai, on n'a qu'une marge de progression et on peut que s'améliorer. Donc c'est jamais fini en fait. La vie c'est un perpétuel combat, et peu importe qu'on le gagne ou qu'on le perd, c'est même pas ça en fait l'issue. Du moment qu'on lâche rien et qu'on va jusqu'au bout des choses, c'est ça l'important. Eh bien, c'est un sublime message de fin. Voilà, ne lâchez rien. Après, faut pas tomber dans l'entêtement stupide non plus, mais c'est encore mieux si on y croit d'ailleurs à nos projets, à nos idées. Je pense que c'est de la conviction. Ouais, de la conviction personnelle. Mais c'est important, de la conviction, il faut toujours en garder. Ouais. Surtout quand elle est ajustée à nos valeurs, c'est pas mal quand même. Quand on arrive à garder nos valeurs, c'est encore mieux, mais c'est ça le message. Malgré tout, même quand ça va plus, même quand on n'a plus rien, il y a toujours quelque chose. Faut peut-être simplement être curieux et aller creuser davantage. Il faut jamais s'interdire de creuser, parce que peut-être que ce qu'on va déterrer, c'est peut-être pas plus beau, c'est peut-être moche, mais on en retire toujours quelque chose. Toi, c'est l'impression que tu as sur ton parcours? Ouais. Même dans les moments où tu t'es dit oh là là, je vais pas y arriver. Oui, parce qu'au final, on craint le pire, et on est toujours dans cette logique défaitiste, et c'est dommage. Alors, je l'ai connu moi-même, je suis souvent défaitiste, mais quelque part, j'ai toujours cette espèce de ce qu'on appelle un peu le groupe électrogène dans le corps humain. Moi, c'est mon groupe électrogène qui dit hop, même si ça va pas, ça peut toujours aller. Rappelle-toi tout ce que t'as fait, rappelle-toi tout ce que t'as vécu, rappelle-toi quand t'étais à terre, et malgré tout, t'es toujours là. Donc, ce proverbe un peu facile, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais c'est ça en fait la vie. Et je pense que si on n'a pas ce recul-là, c'est dommage, on perd quelque chose. Et est-ce que le fait d'être bien entouré, ça aide aussi?
il faut être bien entouré. Et j'ai envie de dire, même pour ceux qui sont pas forcément chanceux en termes d'entourage, en termes de proches, on a une faculté, nous l'être humain, de pouvoir passer au-delà de ces barrières-là aussi. Alors après, ça dépend de la force de chacun, hein, mais on a tous été, même les plus forts, même les plus malins, même les plus intelligents, même les moins cons, même les plus cons, on a tous été seuls à un moment donné, quand même on était entourés. Et cette solitude-là, parfois, c'est un gouffre, ça fait mal, mais on arrive toujours à s'en sortir. On est beaucoup plus fort que ce qu'on veut bien nous faire croire et ce qu'on a envie même de se convaincre, parce que la défaite est plus facile à avaler visiblement dans ce sens-là. Mais non, on est capable de plein de choses. Ça fait mal, on en garde des cicatrices, j'en garde moi aussi, mais je sais pourquoi je l'ai fait. C'est toujours se demander pourquoi tu le fais. Bon, je pense que c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé Ah mais je t'en prie. à ce petit podcast sur la trentaine. Vivement dans 10 ans qu'on refasse... Allez, Paris dans 10 ans, on revient à nos 40 ans. Ouais, on se réécoute. C'est ça. Ça marche. Merci Jessie. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.